On a changé un petit peu le titre. C'est voulu, c'est juste pour vous déranger. Le but simple, c'est comment passer d'un point où on a peur de la cybersécurité à un point où on en est conscient. Puis je parle ici principalement pour les propriétaires de PME. On est dans le tract de gestion, c'est vraiment le but. Le but, c'est de comprendre d'où est-ce qu'on vient puis où est-ce qu'on va. Fonctionne? Oui, merci. On a tous vu ces images-là durant l'école secondaire. Tu sais, l'intimidation, le bullying. Comment est-ce qu'on définit ça, du bullying? C'est pas compliqué, c'est une couple de gros gars qui se tiennent ensemble puis qui veulent avoir ce que le petit gars a. Son argent de lunch, ses devoirs, ses notes d'examen, peu importe. La réalité qu'on apprend assez vite, c'est que la cybercriminalité, c'est du bullying. On parle ici de gens qui ont de l'expertise, qui ont le nombre, qui ont l'argent, qui ont les moyens, puis qui veulent venir chercher ce que les PME ont, c'est-à-dire habituellement soit des données confidentielles, mais la plupart du temps, simplement de l'argent. Quand les propriétaires me disent qu'ils sont trop petits pour être attaqués, je dis très fréquemment, calculez combien vous avez dans votre compte, faites une petite règle de 3, là. 80 % de ça, ça risque d'être le montant de la rançon. Est-ce que ça vous tente de l'envoyer à une équipe de cybercriminels? Parce que c'est de ça qu'on parle. Là. On parle ici là, de se faire siphonner son argent. Exactement comme quand certains d'entre nous, surtout les geeks habituellement, étaient au secondaire puis se faisaient taper par quelqu'un de l'équipe de football pour avoir son argent de lunch. C'est exactement le même principe. On parle ici de pur appât du gain. On parle de compagnies qui sont maintenant des corporations, mais qui sont des corporations de cybercriminels. Je ne vous cacherai rien, non? Ça ne vient pas sans trauma. Dans la prochaine slide, je démontre ce qui a été pour nous le point de bascule. Parce qu'il a fallu ramasser un entrepreneur très semblable à ce jeune homme qui avait une entreprise avec 30, 40 ingénieurs. Et quand on est arrivé dans son bureau, il n'y avait pas un bruit. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les ordinateurs étaient à off. Ça faisait 4 jours qu'il était plus capable d'avoir accès à aucun projet. On se retrouvait dans une situation où moi, en tant que fournisseur de service, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était couché sur le plancher ensanglanté puis qu'il fallait que je lui demande de signer mon contrat pour que j'essaye de lui redonner sa compagnie. Situation où il n'y avait plus aucun contrôle. Situation où cette personne-là, qui est habituée d'être en contrôle de sa compagnie, s'était fait frapper par un acteur invisible. Il n'avait aucune idée de ce qui l'avait tapé. La seule chose qu'il savait, c'est qu'un beau vendredi matin, début décembre, paf, tout avait arrêté de marcher. C'est là que nous, on a décidé, on ne veut pas faire partie du problème. On veut faire partie de la solution, donc on va prévenir. Je reviens dans une couple de secondes. La chose importante à comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir au bilan. C'est pas quelque chose qu'on peut dire qui est prévisible. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est que la quantité d'attaques se multiplie d'année en année. On était à 4000 attaques de mots de passe par seconde de répertoriés par Microsoft l'an passé. On est à 7000 cette année. Donc, on se retrouve dans une situation où ça continue de plus en plus, c'est exponentiel. Autre point important, 86 % des cyberattaques qui sont répertoriées sont contre des PME. Donc, ce ne sont pas contre des grandes entreprises. Ils sont contre le petit gars qui n'a pas nécessairement de service TI ou qui n'a pas nécessairement de service de cybersécurité. Pour reprendre les mots de Frédéric tantôt, je ne dis pas ça pour vous faire peur, là. On parle de faits. Parlant de peur, c'est là où on arrive vraiment à comprendre que c'est le genre de situations qui vont créer du stress, le genre de situations qui vont nous mettre inconfortables, mais surtout qui vont nous mettre face à quelque chose qu'on ne connaît pas. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui arrive souvent. On est souvent, je m'amuse souvent à dire qu'on est face très souvent à son seuil d'incompétence, parce qu'il y a un paquet de choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'on ne connaît pas. La cybersécurité, pour une raison,
Les gens pensent que c'est comme l'assurance vie. Ils attendent que quelqu'un meure dans la famille pour en acheter. Le problème, c'est que si vous attendez que quelqu'un soit attaqué dans votre entourage pour acheter de la cybersécurité, il y a des bonnes chances que ce soit vous la victime. Puis ça peut vous coûter votre compagnie. La peur de l'inconnu. On parle ici de la meilleure manière de prendre la pire décision. On parle ici de stress plus peur, et vous lirez n'importe quelle étude en psychologie, là. Ils vont vous le dire, là. C'est là où on prend les pires décisions. C'est là où on se retrouve dans des situations où les hormones, les glandes, le stress, il n'y a rien de ça qui va sortir qui va être intelligent. Le seul moyen qu'il y ait quelque chose qui sort de là qui soit intelligent, c'est avec des pratiques. Il faut que ça devienne du muscle memory, un peu comme le kung-fu. Il ne faut pas que tu penses d'un coup, il faut que le coup parte tout seul. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires d'entreprises sont dans un syndrome où ils ne sont pas intéressés par la cybersécurité. Hein? C'est comme c'est pas important. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on amène ça pour qu'ils comprennent l'importance et qu'ils ne voient pas juste ça comme une autre taxe ou une autre assurance au cas où il y a un problème? Je vais y arriver dans quelques instants, mais les deux clés qu'il faut vous souvenir, c'est que, premièrement, il faut vous équiper des faits. Et deuxièmement, votre éducation et celle de vos clients sont clés. C'est là qu'on est arrivé avec le dernier pivot d'Indominus. C'est là qu'on a décidé de faire de la cybersécurité parce qu'on a décidé justement de faire de la prévention et non pas d'attendre que les gens justement soient ensanglantés et étendus par terre. Veuillez nous donner votre argent, s'il vous plaît. On a choisi d'y aller dans le chemin un peu plus compliqué. En anglais, ça sonne beaucoup mieux, ça dit « Not on my watch ». Ça se traduit mal, par contre. Mais en gros, on a une compréhension profonde du marché. Ça fait déjà 8 ans qu'on travaille pour les PME. On comprend aussi qu'un Desjardins n'a pas besoin de services infogérés en cybersécurité. Pourquoi? Bien parce que l'exemple que je donne toujours, c'est... moi, je dis à mes clients, je vais déposer des détecteurs de fumée sur chacun de vos appareils. On va les relier à une centrale d'alarme, puis on va répondre aux alarmes. Facile à comprendre. Un EDR, un SIEM. Et ils ont déjà un sentiment de protection de plus. Et je leur dis, Desjardins, dans leur cas, ils ont les détecteurs de fumée, ils ont les sprinklers, ils ont la centrale d'alarme et ils ont même les pompiers. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais le plus important, c'est qu'on savait qu'on pouvait faire une différence. Parce qu'autant que les bullies ont la force du nombre, ont les connaissances techniques, etc., quand on est temps de la portion Microsoft, nous, on l'avait, l'expertise. Nous, on connaissait les plateformes. Nous, on savait comment ça marchait. Puis, ça fait quand même quelques années que je suis architecte TI, fait que je savais comment mettre tout ça en place. Le dernier point est intéressant. Quand je dis qu'on était tous prêts à contre-attaquer, ça n'a pas été le cas jour 1. J'ai un de mes gars qui s'appelle Brad. Je l'adore. C'est un trainer, mais c'est aussi un architecte Microsoft Cloud. Là, il m'appelle et me dit « Boss, pourquoi on va faire de la cybersécurité? » Je suis comme... J'ai dit « Brad, on va arrêter les bullies. » Puis sa réponse, ça a été une réponse d'anthologie. Hein. Ça a été la réponse la meilleure qu'un boss pouvait entendre. Puis sa réponse a été « Got it. » C'était fini. Il avait compris, il comprenait pourquoi on allait en cyber, il comprenait comment ses talents pourraient servir à nos clients. Puis surtout, il savait que il allait faire une différence dans la vie des gens, puis ça, pour lui, c'était énorme. Donc, moi, je me suis mis au travail, puis j'ai créé un livre. Tu sais, il y a des gens, quand ils s'ennuient, ils vont à la plage. Moi, j'ai écrit un livre. On a créé la méthode Secure. Donc, Secure, c'est vraiment sonder, éduquer, construire, mais également unifier, réviser et faire évoluer. Si vous permettez, on va passer au travers de ces points-là. Puis ça va vous donner une idée du parcours que je propose aux propriétaires de PME pour se rendre à être sécure. Le sondage, ou l'étape sonder. C'est dur de protéger ce qu'on ne connaît pas. Et le problème avec certains fournisseurs, je ne le nommerai pas, ils se connaissent, c'est qu'ils vont dire « on protège tout ». La facture vient avec.
Selon mon expérience, on joue plus entre 10 à 15 des systèmes et des données qui ont besoin d'être réellement fortement protégés. Ça, c'est les systèmes et les données critiques que si la compagnie tombe au complet demain matin, si vous avez ce 10 à 15 %-là, vous êtes encore en business. Vous pouvez continuer à facturer, vous pouvez continuer à produire de la qualité pour vos clients. Bien, si vous protégez 10 à 15 des actifs au maximum, ça risque de vous coûter 10 à 15 de la facture aussi. Fait que ça, c'est le premier point. Mais ce qu'on dit, c'est soyez efficient dans ce que vous protégez. Pas toi besoin d'être protégé, pas toi être besoin d'être protégé au même niveau. Mais si vous avez un inventaire, une revue topographique de ce que vous avez à protéger, bien, vous allez connaître les systèmes, les services et les serveurs que vous avez besoin pour pouvoir continuer. Dans l'éducation, je vais un peu à contre-courant. Je vous dis que vous ne devriez pas éduquer votre staff. Parce que si vous éduquez votre staff et que la gestion s'en fout, ça vaut à rien. Principalement, voici la logique. Moi, ce que je dis aux propriétaires d'entreprise, commencez par vous éduquer, vous. Une fois que vous allez commencer à comprendre, vous allez commencer à demander des comptes, savoir, hey, quelles données qu'il faut protéger, puis on a tous des KPI, est-ce qu'on sait qui est-ce qui a signé les politiques d'utilisation? Est-ce qu'on a le détail? Alors, tout d'un coup, votre équipe de gestion va venir vous voir, puis quand tu t'intéresses à la cybersécurité, toi? Ah, tiens, lis ça, prends ça, voici pourquoi on veut faire de la cyber. Et là, à partir du moment où l'équipe de gestion est, en bon latin, on board, là, tout d'un coup, ça commence à faire du sens d'éduquer le staff. Parce que là, tout le monde est aligné, tout le monde s'en va dans le même sens. Le propriétaire d'entreprise, là, je le vois souvent comme le modèle. S'il dit on s'en va par là, la compagnie s'en va par là. Mais si pour lui, la cybersécurité, c'est pénible, puis il ne veut pas en faire, puis son mot de passe, c'est auto, puis il ne veut pas le changer parce que c'est le même depuis 20 ans, il y a des bonnes chances qu'il n'y aura jamais de bonnes règles de sécurité dans le shop. Parce que c'est lui le modèle. C'est à partir de lui qu'on clone. Donc, il faut commencer par lui. Il faut que lui s'adopte des bonnes pratiques de cybersécurité pour qu'ensuite on puisse avoir une culture de sécurité dans le shop. L'étape suivante, on tombe vraiment dans un mode où il faut commencer à construire des cyberdéfenses. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait de l'architecture, architecture TI, architecture de maison, même principe? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un bâtiment et avez eu l'impression que la personne qui avait bâti ça n'avait jamais passé une minute à vivre dans le bâtiment? J'étais allé à Toronto la semaine passée. On louait un superbe Airbnb, un condo, 26e étage, super beau. La porte de la salle de bain ne barrait pas. Puis là, tu arrives dans la salle de bain pour accrocher ta valise, il n'y a pas de crochet. Je suis comme, OK, c'est évident, le propriétaire du Airbnb n'avait jamais habité là. Mais c'est le même principe en architecture de cyberdéfense. On ne saura pas à quel point elle est bonne tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas en production. Tant que les acteurs qui doivent s'en servir n'y auront pas participé et n'arriveront pas avec quelque chose qui fait du sens pour votre production. On se retrouve dans une situation où, moi je dis l'architecture, c'est un sport d'équipe. Je suis un ancien architecte TI. Il faut justement impliquer les joueurs. Il faut s'assurer qu'ils sont on board. Il faut s'assurer que ça marche. Sinon, malheureusement, c'est des architectures qui se ramassent sur une tablette et que personne ne met jamais en place. Je vais faire un autre petit aparté de ce qui est socialement accepté. People, process and technology. Vous avez fait vos défenses, vous avez sondé, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Il faut que ces trois choses-là soient on board dans votre architecture de sécurité. La raison, prendre l'exemple des gens, je fais un audit de sécurité dans un CIUS. En bon québécois, pen tester, rentre dans un hôpital de région, qui n'est pas le centre hospitalier global, et il dit « Oui, je suis ici pour venir voir l'ordinateur de tel docteur. » La réceptionniste lui a ouvert la porte du bureau du docteur, l'a laissé là pendant 2 heures, lui a amené un café, et à 4h15, il lui a dit « Moi, il faut que je m'en aille, n'oubliez pas de barrer la porte avant de sortir. » Donc, on est d'accord que toutes les meilleures technologies du monde n'auraient pas pu arrêter ça. Même chose avec les processus.
Vous avez un processus qui prend votre fichier de paye une fois par semaine, le chiffre, l'envoie à votre fournisseur de paye, mais que le username et password pour se loguer sur votre fournisseur de paye il est en texte clair, il n'y a plus aucune sécurité qui tient. Vous avez un fichier texte qui a vos identifiants dedans. Et même chose pour la technologie. Vous refusez de patcher vos serveurs, vous refusez de les mettre à jour, vous roulez encore du Windows Server 2000 ou du Windows 3.11, comme j'ai entendu ce matin. Oui, en production, chez un de nos manufacturiers québécois. Je sais qu'il y a des contraintes, là, mais quand même, 3.11. J'ai commencé dans ce temps-là, et ça fait 30 ans que je suis en TI. Fait que ça fait 30 ans. Ouais, virus pour Windows 3.11. Non, il y en a plus. Non, mais s'il crache, bonne chance pour avoir du support. À ces 3 points-là, j'en ai rajouté un qu'on oublie malheureusement trop souvent, l'écosystème. Pourquoi? Bien, comme Microsoft l'a appris avec SolarWinds, vous pouvez avoir la meilleure sécurité à l'interne si vous ouvrez la porte en back-end à un de vos partenaires et que votre partenaire, lui, n'est pas aussi, on va dire, secure que vous, il y a des très bonnes chances qu'il rentre chez vous et qu'il fasse pas mal de dommages. Avant-dernier point, réviser. Au fur et à mesure que le temps passe, votre sécurité va se dégrader. C'est quasiment immanquable. Et au moins une fois par année, moi je dis qu'il y a au moins 2 choses qu'il faut qu'il arrive. Dans un premier temps, ça prend un audit. Où est-ce qu'était votre configuration? Où est-ce qu'elle est rendue? C'est quoi le gap? Où est-ce qu'il y a des trous qui ont pu apparaître dans votre configuration? La deuxième chose, test d'intrusion. Faites-vous taper dedans. Et là, ils vont revenir avec une belle liste de recommandations. Mettez-la en catégorie. Qu'est-ce qui est à haut risque puis à fort impact, puis à l'autre opposé, peu de chances que ça arrive, puis ça. Mais au-delà de ça, chose importante, moi, je vous recommande d'avoir au moins 4 à 6 équipes en rotation. De ne pas toujours faire les tests par les mêmes personnes. Autre histoire, on fait un test d'intrusion comme ça chez un développeur de jeux du Grand Montréal. Il y en a quelques-uns, je suis correct, je ne suis pas en bruit de confidentialité. Mon petit pentester arrive après 3 semaines. On est en réunion devant toute l'équipe. Et il dit, en passant, monsieur, il met une capture d'écran à l'écran. Il dit, j'avais accès à tous vos UPS parce qu'ils sont tous sur le mot de passe par défaut. C'est tout des bottom racks, là. UPS dans le bas de chaque rack de serveur, là, et il y avait tout le mot de passe par défaut. Ça veut dire qu'il aurait pu gentiment s'asseoir, écrire un petit script qui aurait loopé à chaque 2-3 minutes et qui aurait shuté down le rack de serveur au complet. On était les 6e à avoir passé. Ça veut dire qu'il y a 5 équipes avant nous qui ne l'avaient jamais vu. Et on avait tous eu à peu près les mêmes critères là, pour mettre en place l'intrusion. Donc, ça vous donne une idée que votre sécurité va toujours être aussi robuste que la robustesse des tests contre lesquels vous allez la mettre. Et quand les risques vont rentrer, s'il y en a ici qui sont en TI et qui ont des clients qui servent d'un point de vue cybersécurité, assurez-vous que quelqu'un étampe le risque. David Hervieux s'amuse souvent à dire « j'accepte ce risque ». Ils ont fait faire un étampe pour dire « j'accepte ce risque ». Bien, c'est important. Client qui me dit « non, moi, je ne veux pas qu'on gère ce risque-là », parfait, je suis d'accord, signe en bas, monsieur le client. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, si jamais ça casse, je veux que tu te souviennes que tu m'as dit que tu ne voulais pas le gérer, ce risque-là. Que tu ne voulais pas investir pour tel produit ou que tu ne voulais pas arriver à dire non, on ne peut pas patcher ce système-là parce qu'il est en prod, c'est trop important, on ne peut pas arrêter la prod 20 minutes pour le patcher. Fait que c'est important. C'est important d'avoir ce que moi j'appelle un registre des risques. Tel risque a été détecté telle date, a été accepté telle date par telle personne. Puis ça vient nous donner au complet une vue, entre guillemets, de tout ce qui se passe d'un point de vue cybersécurité. Parce qu'au fur et à mesure qu'on voit les risques, on les augmente, on les audite, puis on enregistre. Finalement, évoluer. Faire évoluer votre plan. Votre plan ne peut pas rester statique. S'il reste statique, on prend l'exemple des 2 dernières années ou des 3 dernières années, vous n'auriez jamais eu d'IA dans votre plan.
Parce que les GPT, avant janvier 2022, il n'y a pas grand monde qui en avait entendu parler. Ça fait juste 3 ans, imaginez. Je vais vous faire une petite histoire par rapport à Alberta Health. Alberta Health a été un des premiers organismes gouvernementaux à intégrer Microsoft 365. Savez-vous pourquoi? Ils ont eu un petit incident qui s'appelle un dégât d'eau dans un data center qui est dans un sous-sol. Mais ils avaient un plan de relève qu'ils testaient à chaque année, qui était très bien structuré et qui leur a permis de ramener la plupart des services en dans une semaine. À la 3e semaine, le CA a demandé « Mais où sont nos courriels? » Les courriels ne faisaient pas partie du plan de relève. Parce qu'en 1998, quand le plan de relève a été écrit, il n'y avait pas de courriel. Fait que la shop a quand même attendu 3 semaines avant d'avoir du courriel. Et le lundi suivant, ils étaient dans Microsoft 365 et ils avaient du courriel. Donc ça, c'est un bon exemple de pourquoi il faut faire évoluer le plan. Au-delà de ça, il y a un paquet d'autres détails. L'IA en est un, mais comment vous faites évoluer vos politiques pour faire face à l'IA? Comment vous assurez que vos données privées et sensibles ne se ramassent pas dans un engin public comme GPT? Comment est-ce que vous assurez que tout ça est pris en compte si vous ne mettez pas à jour votre plan? En conclusion, la peur, c'est payant, mais les faits, c'est puissant. Il y a énormément de gens, malheureusement, à même ma propre industrie, qui vont se servir de la peur pour vendre. Je vous prierai de ne pas les écouter. Pas parce que ce n'est pas effrayant ce qui se passe. On l'a vu, il y a des données, il y a des chiffres qui sont quand même assez, on va dire, stressants. Par contre, je vous demande de prendre un pas de recul. Je vous demande de vous éduquer et de vous informer. Le meilleur exemple que je donne là-dessus, une avocate que j'aime bien, sur LinkedIn, avait fait un bel article d'une page et demie disant « Microsoft coupe les accès MS-365 à la Cour pénale internationale. » C'était du sensationnalisme, malheureusement. Quand on allait voir les faits, il y avait eu 4 comptes qui avaient été coupés parce qu'il y avait eu un ordre de la Cour fédérale supérieure comme de quoi que ces personnes-là étaient accusées, etc., et qu'il fallait geler leurs actifs. 4 comptes, la Cour en entier. Si on ne prend pas le temps de lire et qu'on regarde ça, écoute, Microsoft sont en train de virer fou, ils vont venir geler mes comptes demain matin. C'est pas vrai. Prenez le temps de lire vos contrats avec Microsoft, vous allez voir qu'il y a toute une structure en place qui fait qu'il y a un mur de Chine entre Microsoft et vos données. Qu'il y a tout un contexte judiciaire qu'il faudrait que le gouvernement passe au travers avant de pouvoir venir demander à ce qu'il y ait une saisie quelconque de vos données. Beaucoup de gens font du bruit et agitent l'épouvantail. Prenez le temps de vous mettre au courant avant de juste venir réagir à ça. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, je vous recommande fortement de faire de la cybersécurité une priorité. La raison, c'est que si vous ne le faites pas, il y a des chances qu'il y ait un cybercriminel qui fasse de vous sa cible prioritaire. Dans quel cas, vous ne serez pas préparé. Passez au travers de la méthode Secure, c'est quand même assez facile. Sondez vos données, éduquez-vous, votre équipe de gestion et votre staff. Mais surtout, commencez à construire vos cyberdéfenses. Commencez à vous assurer que c'est intégré, non seulement d'un point de vue culturel, mais aussi dans vos genres, processus, votre techno. La majorité d'entre vous qui avez des clients moindrement plus gros avaient déjà reçu des sondages de cybersécurité pour des clients plus grands. Disent, gars, si tu veux être mon fournisseur, ça va me faire plaisir. Réponds à ce questionnaire-là qu'on voit si tu es vraiment sécuritaire. Je vous conseille de commencer à le faire avec vos fournisseurs aussi. Tu vas être mon fournisseur, tu vas avoir accès à mes données, pas de problème. Montre-moi patte blanche. T'sais. Je travaille fort pour que mes données soient en sécurité. Ça ne me tente pas. T'sais. L'autre chose qui est importante, c'est augmenter votre visibilité dans votre environnement. Assurez-vous d'être en mesure de voir ce qui se passe. Ça nous arrive souvent, nous, de rentrer dans des PME, de commencer à activer des senseurs un peu partout, puis d'avoir, en dedans d'une semaine, on a des alertes. Là. 2, 3, 4. On a même un client, on a trouvé une machine qui était bourrée de malware, pour ne pas le dire. Et la demoiselle trouvait que sa machine était slow. On a compris pourquoi.
Mais là, on n'entend rien après ça pendant 3 mois. Pas une alerte, rien. Pip, pip. Tout d'un coup, ransomware detected. On appelle le client. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit, j'ai branché un archive, ça fait 3 ans que je ne l'avais pas branché. Il a branché un PST. Ça fait 3 ans qu'il dormait dans le fond d'un disque dur. Puis dans le fin fond d'un dossier, il y avait un fichier infecté de ransomware. Il faut vous assurer d'avoir la visibilité sur vos environnements, il faut vous assurer de surveiller. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous aider, si vous avez besoin d'une référence, si vous avez besoin de parler à quelqu'un d'un point de vue cybersécurité, ou si, même si je vais vous dire que je ne veux pas faire de relève d'incident, si c'est le cas, si jamais il y a un besoin, on ne laissera pas personne à terre. Parfait? On est au kiosque 27, on est le premier en rentrant. Vous n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez jaser. Le code QR n'est pas malicieux, je l'ai vérifié ce matin, il marche. C'est ma carte d'affaires, vous pouvez la télécharger directement. Ça va vous permettre aussi de m'ajouter en tant que contact. Et dernier point, je me garde ça là pour la fin parce que c'est un dessert, mais c'est notre campagne, bien sûr, pour arrêter les bullies. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous servir du hashtag Stop the Bully. Le but, c'est vraiment d'arriver à avoir un environnement qui soit plus fiable et plus sécuritaire pour nos PME. Et on a reçu au mois de février meilleure cybersécurité pour la PME. Donc ça, je suis très fier de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci.